J'espère que cet écho partira, mais ça va, je crois que ça va mieux. Voilà, donc merci et bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle série d'auditions qui a débuté déjà il y a plusieurs mois sur les mécanismes de renouveau démocratique. Donc, nous en sommes déjà à notre 4e série d'auditions et nous sommes très heureux, ravis d'accueillir des experts qui nous viennent même cette fois-ci en dehors du pays, en dehors de la Belgique. Donc, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Farrell, qui est en fait professeur à la School of Politics and International Relations, université donc, du Collège Dublin, et qui est aussi cofondateur de Irish Citizen Assembly Project. Nous accueillerons également de heer meneer Zaker Zewski et mevrouw Bastiansen. J'espère vraiment que je n'écorche pas vos noms. Et enfin, on terminera par Monsieur Blondiot, qui est membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, si vous êtes d'accord, on suivra cet ordre-là. Donc, on commencera d'abord par Mr. Farrell. Je vous propose de vous accorder à chacun un quart d'heure d'intervention. Comme on vous l'a précisé par mail, ici, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir échanger sur évidemment ces mécanismes de renouveau démocratique avec les expériences dont vous avez vous-même une expertise, dans le but évidemment d'inscrire toutes ces expériences dans le cadre d'un rapport d'information qui a été déposé par les sénateurs, sénatrices de cette commission pour pouvoir réfléchir finalement à compléter le système démocratique actuel qui est un système représentatif, de pouvoir le compléter par un système de démocratie participative. Donc vraiment, c'est important d'inscrire en tout cas ces auditions dans le cadre de ce rapport d'information. Et donc sans plus tarder, parce que vous êtes nombreux à prendre la parole, vous êtes 4 au total, donc je vais céder d'abord la parole à Mr. Farrell. Voilà, donc à vous la parole et merci encore pour avoir accepté notre invitation. Oui. Et peut-être une précision quant aux traductions. Donc, elles auront lieu dans les 3 langues, en français, néerlandais, anglais. Donc, veuillez à bien... D'accord. Hello, and I'm sorry that I can only speak to you in English. I will try to keep my... Excusez-moi, juste une petite précision. Donc, bien rappeler, donc, le néerlandais, c'est 1, français 2 et anglais 3. 4, pardon, 4, voilà. Okay. I will try to speak slowly and I will try to keep my remarks short. So first, a little bit of background. Ireland has a lot of referendums. So we use direct democracy more than most other countries in Europe. We have had over 40 referendums in our history. And the reason for that is because this is the only way we can change our constitution. We have to have a referendum of the Irish voters to change our constitution. So that sets the context for my remaining remarks. So the other little bit of context is the Great Recession of 2008-2009, the Great Recession that had an impact on the economies of all European democracies, but probably affected the Irish economy worse than most other countries. So we had a deep recession, the worst economic recession in our history. And what came with that was a very serious political crisis. There was a lot of anger. There were a lot of angry citizens on the street. There were calls for dramatic reform, constitutional reform, political reform. And in 2011, we had a general election, which was the most dramatic election in our history at that stage, which was to see a major change in the government. A brand new government was elected in 2011. And they promised major reform. And at the heart of their promise was the promise to use deliberation, or what we call deliberative mini-publics. Sometimes these are referred to as citizens' assemblies. So the government elected in 2011 promised that they were going to use this method. What do I mean by deliberative mini-public? What I mean are 3 basic ingredients. Sortition, the random selection of the members, and the members are ordinary citizens. So sortition, like you do for jury duty, for example, in many countries. Secondly,
deliberation. So the citizens who are now part of this citizens' assembly or deliberative mini public have to deliberate. They work in small groups, round table groups with trained facilitators whose job it is to make sure that everyone has equal voice. And the third main ingredient is the role of experts. Experts are witnesses. They are brought in to help educate and inform the members so that the members can deliberate in an informed manner. So this was the package that the Irish government elected in 2011 decided that they were going to try. So in 2012, they set up the first of the Irish deliberative processes, which they called the Constitutional Convention. It was a convention to carry out a major reform of the Irish Constitution. And the very unusual feature of this convention was that 2/3 of the members were citizens selected by sortition, but 1/3 of the members were from the Irish Parliament. So there was a mixing of politicians, professional politicians, and ordinary citizens, a very interesting experiment. I'm happy to talk about in more detail if you want later, but basically an experiment that worked. And this Constitutional Convention met for 14 months. It didn't meet all the time. It met usually for a weekend about once a month over a 14-month period to consider 8 topics, 8 questions that the government had given it. The most significant question of those 8 was marriage equality. And this was the one that most attention is focused on. So they spent a period of time discussing whether we would allow gay marriage in Ireland, which could only be introduced by a referendum. This was the constraint that the politicians had. If they wanted gay marriage, it had to be by a referendum of the citizens to change our constitution. The Constitutional Convention very strongly supported gay marriage. Their recommendation on that topic went back to the Parliament. The Parliament debated it, agreed with the convention, and we had a referendum in 2015 where we became the first country in the world to introduce gay marriage by a popular vote of its citizens. So this was a very positive outcome of this. As I said, they discussed other topics, but this was the most significant topic. So then we get to the next stage. In 2016, we now have a new government that has been elected, a new government that decides that they need to have another go with another deliberative process. So they set up the Irish Citizens Assembly. In 2016, they set up the Irish Citizens Assembly. They gave it 5 topics to look at. The 2 most important topics were abortion, because we had a ban on abortion in Ireland at that point, and climate change. There were other topics. Again, I can go into the detail if you want. A same sort of pattern happened. The Citizens Assembly discussed all of the different topics in turn, and most dramatically on the abortion topic, they proposed a radical change to our abortion regime to greatly liberalize abortion access in Ireland. That went to the citizens in a referendum in 2018, and Ireland introduced by a 2/3 majority vote of its citizens the most radical overhaul of its abortion regime in its history. It introduced a very liberal abortion regime. There were other outcomes. The Irish Parliament declared a climate emergency on the recommendation of the Citizens' Assembly relating to climate. And now the policy of the government is being informed by that. So there have been a number of outcomes. I'm almost finished. I just want to briefly mention the third instance, the third example. So in 2018, the Irish government set up a third of these deliberative processes, again called the Citizens' Assembly. On this occasion, it has just given it one question, gender equality. So it's a Citizens' Assembly on the theme of gender equality. The work of that Citizens' Assembly has had to be halted for a period because of the coronavirus, but I understand that they are looking at the possibility of going online, so that may continue quite soon. So let me draw my points to a quick conclusion. What are the key points that I would draw out about the Irish experience? The first
is the very fact that Ireland has had repeated use of this system, the deliberative mini-public, is suggestive, at least suggestive, that this is beginning to bed into the Irish system as a means by which politicians can use a deliberative process to help them in informing them about how to take tough decisions like on abortion or marriage equality, for example. So that's my first point. My second point is to draw out just a little bit more about the key policy successes that we have seen. I mean, there will be further referendums to follow in the future. So this is not over yet, but so far there have been 4 referendums that have followed from these deliberative processes. I mentioned abortion and marriage equality. There was also last year a successful referendum to remove the ban on blasphemy in the charge of blasphemy from our constitution. A 4th referendum on a very small item was defeated. So there have been some referendums and there will be more to follow. There is the declaration of climate emergency and a radical overhaul of our climate policy. There has been major parliamentary reform, a number of recommendations from the Constitutional Convention to overhaul how our parliament works were implemented in 2016. So there have been a lot of successes. So that's my second point, the positive point, a lot of successes. My final point, though, is that the Irish processes have not been perfect, and I'm happy to go into more details, but let me give you a few key points which may already be apparent. First of all, the agenda is set by government. So it's very different from the Ostbelgian model where there's a lot more scope for the Citizens' Assembly to set its own agenda. In the Irish process, the politicians hold a tight control over the agenda. And at the other end of the process, the Irish politicians are able to cherry pick those recommendations that they are supportive of, but there are quite a number of the recommendations of these processes that have been more or less ignored or rejected. So that's another weakness. And a third weakness that I have to make a point of is the Irish processes are run by the civil servants. And for me, that's not a perfect way to do it. I'm involved with Anthony in some of the British processes right now, and they are much better, I think, in separating the civil servants from the process itself. And if you were doing more of that sort of thing in Belgium, I would make that a strong recommendation. Follow the British example rather than the Irish example. So those are my remarks. I'm happy to take any questions whenever you choose to ask me, and I'll stop there. Thank you. Merci beaucoup, thank you very much pour votre intervention, votre exposé qui clarifie une série de concepts. Ce que je propose, c'est peut-être de donner d'abord la parole aux prochains intervenants avant de recueillir les questions-réponses des sénateurs et sénatrices qui, j'en suis sûre, en ont toute une série. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole donc, à 2 personnes qui vont intervenir. Je ne sais pas qui souhaite commencer, si c'est plutôt mevrouw Bastiaansen ou meneer Zakarzewski. C'est comme vous voulez, mais je sais que c'est une intervention de 15 minutes à vous répartir à tous les deux et je vous remercie d'avance pour votre exposé. Merci bien et merci de nous avoir invités. Je suis le président de l'AISBL, The Democratic Society, et ma collègue Hannah Bastiaansen, notre responsable pour le Benelux, m'accompagne. Quelques mots pour commencer sur notre association. Democratic Society a été créée en Angleterre en 2006, avant de déménager à Bruxelles en 2017. Elle emploie actuellement environ 30 personnes à Bruxelles, Édimbourg et Berlin principalement. Nos collègues travaillent aujourd'hui dans 24 différents pays européens. Nos projets se déroulent à chaque niveau de gouvernement, du petit village en Écosse jusqu'à la Commission européenne ici à Bruxelles. Nous avons mené à bien plus de 550 projets depuis 2010. Et si je regarde dans le rétroviseur, je dirais que depuis 2017-2018, nous avons pu observer un changement profond dans la nature et l'échelle de nos projets, ainsi que ceux de nos amis et partenaires ici en Belgique et en Europe. L'OCDE a nommé ce changement la vague de délibération ou le virage délibératif. C'est-à-dire que les assemblées délibératives au niveau local ou national poussent comme des champignons presque partout.
David vient de parler du cas irlandais, mais on voit la même chose en France avec les conventions citoyennes. En Pologne, où l'ancien bourgmestre de Gdańsk, le regretté Paweł Adamowicz, a donné son accord pour une assemblée citoyenne dont les décisions votées par une majorité de 80% des voix sont contraignantes pour lui et ses successeurs. DEMSOC a dirigé 5 événements délibératifs en 2019 et 2020. En Écosse, DEMSOC, comme David a dit, dirige l'équipe de design de l'Assemblée citoyenne sur le futur de l'Écosse. Au niveau local aussi, nous avons travaillé sur les assemblées à Milan, en Angleterre et à l'échelle européenne sur les fonds de recherche et sur le futur de l'Europe. D'un point de vue philosophique, ces processus délibératifs peuvent être considérés comme le peuple en tant que corps civique, mais en microcosme. Autant que possible, on essaie de faire en sorte que les résidents d'une ville ou pays puissent se voir dans l'Assemblée. Il ne s'agit pas donc d'une représentation purement mathématique sur 100 ou 50 personnes, mais d'une représentativité plus générale. Pratiquement, ces assemblées se sont montrées aptes à résoudre les questions les plus épineuses comme les déchets nucléaires en Australie, le financement des soins de santé et, comme David vous a dit, la loi en Irlande sur l'IVG. Les participants, eux, retournent chez eux avec une appréciation très vive, non seulement du processus, mais également de la complexité de la politique. Et on commence à voir en France, après les conventions citoyennes sur le climat, qu'après avoir participé dans un processus délibératif, les gens ont plus l'envie d'aller voter et se présenter même comme candidats aux élections. La délibération d'une telle assemblée se distingue des autres méthodes participatives, telles que le processus de génération d'idées, les bilans participatifs et les consultations. Les participants avec ces autres méthodes sont volontaires. En participant, ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils sont plus intéressés que le citoyen lambda, mais la sortition dans les assemblées délibératives fournit un gamme plus large des participants et on peut voir, comme je dis, tout le monde dans la salle. Mais je ne dis pas cela pour sous-estimer les autres méthodes. Les suspects habituels sont motivés, sont impliqués, ils sont souvent bien informés. Ils apportent ces méthodes une valeur sûre, même si la contribution, c'est un peu différente que dans un processus classique délibératif. Une commune ou un gouvernement qui veut mettre en place une structure de démocratie participative pour aider le travail des fonctionnaires ou les représentatifs doit mêler les différentes méthodes pour créer un assemblage des différents éléments démocratiques plutôt qu'une simple assemblée, un processus seul. C'est ce que l'on voit à Camden, par exemple, une commune du centre-nord de Londres où DEMSOC travaille. Cette commune était la première en Angleterre à créer une assemblée citoyenne sur le climat et a créé son plan stratégique Camden 2025 au moyen d'une autre assemblée. Mais ces méthodes sont utilisées à côté de beaucoup d'autres, comme les consultations des résidents en logements sociaux, le planning collaboratif et un réseau d'innovation au sein de l'administration. Je passe maintenant la parole à ma collègue Hannah pour expliquer un peu notre travail ici en Belgique avant d'en tirer quelques conclusions. Goedemiddag. Wij zijn een internationaal team, dus ik zal verder gaan in het Nederlands. Misschien belangrijk voor de vertaling. Maar ik wil jullie even meenemen naar waar België staat op dit moment. En dan zien we dat ook in België de relatie tussen burgers en overheid langzaam aan het volwassen worden is. En net zoals de voorbeelden die Anthony ook al aangehaald heeft, wordt dat toch vooral aangestuurd door het lokale niveau. Het is duidelijk dat de eerste stappen naar meer burgerparticipatie zijn genomen. Zo is het stilaan normaal om burgers te betrekken bij bijvoorbeeld infrastructuurprojecten. Al is het daar nog vaak de overheid die met een plan naar de burgers komt, waar dat zij dan hun mening over mogen geven, waar dan al dan niet rekening mee gehouden wordt. Als we dan kijken naar de shift, waar Anthony het eerder ook al over gehad, van die alleenstaande projecten naar die meer systematische benadering,
dan zien we in België toch ook de eerste experimenten die die nieuwe relatie tussen overheid en burgers vormgeven. Er zijn burgerbegrotingen die ook in België hoe langer hoe meer ingang vinden en die heel vaak ook een deliberatieve component hebben en waarbij dus de relatie tussen burgers en overheid in het systeem zit ingebakken. Ook zijn er die eerste experimenten met genoten burgers, die grote deliberatieve trajecten, waar ook de heer Farrell het al over gehad heeft in Ierland en waar ook Anthony al eerder over vertelde, zien we dat die in België nu ook aan het ontstaan zijn, vaak gerelateerd aan klimaatverandering of aan een lokaal onderwerp. En ook digitale participatie is daarin een vlucht aan het nemen. En ik hoef jullie niet te vertellen dat ook de voorbije coronacrisis, of bijna voorbije coronacrisis, daar een belangrijke rol in gespeeld heeft om ook die deliberatieve trajecten online mee vorm te geven. Toch zien we in België ook nog veel ruimte om die nieuwe relatie tussen burgers en overheid te versterken. Naast de projecten die ik net al vermeldde, zijn dit de initiatieven waar dat wij als de Democratic Society graag op inzetten, zowel in België als in de rest van Europa. Dan gaat het bijvoorbeeld over initiatieven op dat hyperlokale niveau, waarbij in een bepaalde buurt burgers, bedrijven en overheid samenwerken in een soort gelijkwaardigheid om daar veranderingen teweeg te brengen. Dat kan gaan over grote thema's, als een bepaalde buurt meer klimaatresistent maken. Of dat kan gaan over een superlokaal probleem. Dat kan gaan over de levenskwaliteit verhogen. Dus echt over lokale issues. Verder zien we ook, maar daar hebben de vorige sprekers het ook al over gehad, zien we ook nog ruimte om die meer complexe thema's ook te onderwerpen aan die burgerparticipatie. En die deliberatieve trajecten die lenen zich uitstekend voor die meer complexe thema's. En dat is ook een teken van die veranderende relatie tussen overheid en burgers, dat een overheid het ook aan kan om die meer complexe thema's voor te leggen aan burgers. Zo zien we een toenemende interesse bijvoorbeeld rond burgerbegrotingen om niet alleen burgers geld te laten uitdelen, maar zien we ook dat lokale overheden nu vragende partij zijn om deliberatieve trajecten te organiseren, waarbij burgers ook besparingen kunnen doorvoeren. En tenslotte zien wij ook projecten die specifiek die nieuwe rol van de overheid vormgeven rond thema's, en het is al vaak aangehaald, maar het is ook het thema van het moment, bijvoorbeeld rond klimaatproblemen. Het gaat dan over hoe kan een overheid samen met burgers doelstellingen bepalen, maar ook hoe kan een overheid initiatieven van burgers ondersteunen, hoe kan ze burgers aanzetten tot actie, maar ook hoe kunnen overheid en burgers middelen en expertise delen in een lange termijn strategie. Dus dit zijn eigenlijk allemaal projecten waarbij het gaat over een meer duurzaam vormgeven van de relatie tussen burgers en overheid. En dat in een vorm van gelijkwaardigheid tussen die twee. Maar ik ga het aan Anthony overlaten om hier nog enkele conclusies aan te verbinden. Merci Hannah. Et je tire quelques conclusions dans quelques mots. Les défis mondiaux en ce moment sont à la fois complexes et compliqués. Tous les niveaux de gouvernement y sont impliqués. Et le défi le plus évident, c'est le changement climatique, mais on peut y ajouter la numérisation de l'économie et le vieillissement de la population. Et ces défis, accompagnés d'une évolution de la société vers la société en réseau, demandent que les responsables politiques et économiques impliquent les citoyens dans leurs discussions, non pas de manière ponctuelle, mais tout au long du processus. Les expériences récentes peuvent nous aider, mais il serait correct de dire que personne ne possède un système infaillible. Pour pouvoir avancer, nous devons d'abord tâtonner. Nous pouvons déterminer quand même les premiers pas.
Pour construire les bases, les gouvernements doivent créer les réseaux qui connecteront les citoyens, lieront les différentes discussions et consultations au fil du temps. Les outils numériques sont ici de toute évidence la meilleure solution et on les voit déjà bien utilisés au niveau local en Espagne, où se trouvent les deux plateformes open source Consul à Madrid et Decidim à Barcelone. Il faut aussi établir et autoriser différentes initiatives démocratiques assurant une forte interconnexion, ainsi qu'accroître la capacité sociale et civique pour y participer et faciliter. Les citoyens aussi doivent être sensibilisés à cet égard. On doit encourager la démocratie des petites initiatives, renforçant la capacité de la société civile pour qu'ils puissent participer plus effectivement au processus participatif. Pour finir, les institutions gouvernementales doivent participer en tant qu'égales. Sans davantage de compréhension des méthodes participatives et la volonté politique de les prendre en compte, les initiatives vont s'épuiser et la désillusion des citoyens envers la politique se renforcera. Et la Belgique, avec sa structure politique très particulière, dotée d'une base solide des expériences démocratiques en Wallonie, en Flandre et en Ostbelgien, a l'opportunité de se mettre à l'avant-garde globale. Mais pour cela, il faut qu'elle soutienne ces initiatives sur le long terme dans la société civile et dans le gouvernement. Merci bien. Merci à vous deux, vraiment, pour ces éclairages et pour le respect du timing. Je vais donc sans plus tarder céder la parole à Monsieur Blondiot. Et alors ensuite, évidemment, on vous posera une série de questions-réponses. Voilà. On est, je crois, plusieurs à être impatients de vous interpeller, mais on vous laisse d'abord la parole, Monsieur Blondiot. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Bonjour à tous et à tous. Donc, moi, je vais vous parler de la Convention citoyenne française pour le climat, dont je suis membre du comité de gouvernance maintenant depuis bientôt 1 an, puisque c'est une expérience qui dure, qui a commencé effectivement en octobre 2019. La première réunion avec les citoyens a eu lieu en octobre 2019, qui devait se terminer en avril 2020, mais avec le coronavirus, les travaux ont été suspendus et le prochain et dernier rendez-vous des citoyens, ce sera les 19, 20 et 21 juin, où les citoyens vont voter définitivement et officiellement les propositions. Alors, quelques mots sur les origines et le contexte de l'organisation de cette convention. En fait, elle ne peut pas se comprendre sans faire référence aux Gilets jaunes, au mouvement des Gilets jaunes, qui a montré un degré d'exaspération vis-à-vis des institutions politiques et un niveau de défiance à l'égard de ces institutions et du gouvernement qui a obligé le gouvernement à trouver une sortie à la crise et des réponses, notamment sur le plan institutionnel. Le mouvement des Gilets jaunes a porté une idée qui était celle du référendum d'initiative citoyenne, qui était une forme assez radicale de démocratie directe. Le gouvernement a répondu à cette demande de démocratie par 2 instruments. Le premier, me semble-t-il, a été un échec relatif du point de vue démocratique. C'est ce qu'on a appelé le grand débat. Je ne sais pas si vous avez suivi cet événement. Hein. Ça a été un dispositif de consultation qui a amené des citoyens à s'exprimer sous différentes formes sur Internet, dans des réunions locales. Mais pourquoi ça a été un échec? C'est qu'effectivement, le gouvernement n'a absolument pas tenu compte de ce que les citoyens ont produit et l'utilisation de cette matière démocratique a fait défaut. La deuxième réponse, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Alors, d'où vient cette idée? Elle vient d'un certain nombre d'acteurs assez différents. Elle vient de spécialistes comme moi de la démocratie délibérative ou participative qui travaillons sur ces dispositifs depuis longtemps et avions repéré notamment l'expérience irlandaise qui nous a semblé relativement convaincante d'assemblées citoyennes couplées à un référendum. Elle vient aussi de militants du climat
Je crois qu'il faut aussi évoquer la manière, par exemple, dont un mouvement comme Extinction Rébellion défend dans son programme le principe d'assemblée citoyenne sur le climat. Et une pétition qui réunissait un certain nombre de personnalités a été lancée en janvier 2019, au moment vraiment au cœur de la crise des Gilets jaunes. Et c'est de cette pétition que Emmanuel Macron s'est servi pour organiser cette convention citoyenne pour le climat qui finalement s'est donné pour objet le fait de réunir 150 citoyens et de demander à ces 150 citoyens de produire des mesures susceptibles de permettre de diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Et cette idée de justice sociale, on le verra, n'est pas du tout secondaire dans cette expérience. Alors, il y a 3 grands types de critères, selon moi, qui permettent d'évaluer la qualité démocratique d'un dispositif comme celui de l'Assemblée citoyenne ou de la Convention citoyenne. D'abord, il y a la qualité, la robustesse, la crédibilité du cadre d'organisation. Je pense que la Convention citoyenne a insisté sur ce cadre. D'abord, des moyens. C'est absolument pas indifférent pour nos affaires. Réunir des citoyens pendant plusieurs mois, les convoquer à Paris 7 week-ends, puisqu'il y avait 7 week-ends de délibération qui étaient prévus. Ça coûte cher et en fait, le gouvernement a mis en place des moyens et l'opération reviendra à environ 5,5 millions d'euros. Si on prend en compte les frais de déplacement, d'hébergement, d'animation, etc., toute la logistique. Deuxième élément, le pilotage. Là, en l'occurrence, le pilotage a été conçu pour être indépendant et complètement indépendant du pouvoir. Et pour moi, c'est un élément essentiel de crédibilité de ce type de dispositif. En fait, c'est la 3e assemblée française, le Conseil économique et social et environnemental, qui a abrité la Convention citoyenne, mais les choix d'organisation ont été faits par des personnalités indépendantes. Une quinzaine de personnalités complètement indépendantes. Les 2 présidents sont des personnalités qui président des think tanks. Il y a des experts comme moi, soit du climat, soit de la démocratie participative. Et dernier élément de ce cadre, la transparence. Tout au long de cette expérience, un collectif de 25 chercheurs, donc académiques, universitaires, suit l'ensemble des discussions, y compris des discussions en petits groupes, de façon à pouvoir témoigner finalement de l'absence d'interférence des organisateurs ou de biais. Les journalistes ont accès aux séances publiques et, dans un certain nombre de cas, aussi aux discussions en petits groupes. Et puis, nous avons fait en sorte que le public plus général puisse être informé de ce qui s'y joue et puisse participer à travers une plateforme numérique qui a permis aux citoyens, et ils ont été relativement nombreux, de déposer des propositions sans que nous donnions à ces propositions un statut particulier pour privilégier la délibération des 150. Deuxième grand critère d'évaluation, de mon point de vue, c'est le caractère inclusif et représentatif des citoyens qui participent. Le biais principal de la plupart des dispositifs délibératifs, souvent, c'est un biais de sélection sociale. Nous avons essayé, et je pense que nous y sommes assez largement parvenus, de recruter en dehors de ce que David ou Anthony, je ne sais plus, ont appelé les suspects usuels, c'est-à-dire ceux qui participent parce qu'ils ont les caractéristiques sociales qui facilitent leur participation ou l'envie de participer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué un panel de 2 500 000 numéros de téléphone générés automatiquement
Et nous avons tiré au sort des numéros dans ce panel. Et à notre grande surprise, un tiers des personnes contactées et informées de l'expérience ont accepté d'emblée de participer. Après, nous avons été obligés, quand les strates et les quotas étaient remplis, on a été obligés de renouveler, de faire d'autres coups de téléphone, mais c'était quand même très, très significatif. Et il y avait un critère qui, pour nous, était absolument décisif, qui était le critère du niveau d'éducation. Nous avons fait en sorte qu'il y ait la même distribution en termes de niveau d'éducation de notre échantillon de citoyens que dans la population générale. Et donc, nous avons dans cette assemblée un quart de citoyens sans aucun diplôme, même diplôme technique, ce qui est à l'image de la société française, mais très différent des assemblées du grand débat, où là, on avait calculé, par exemple, que 60% des participants aux conventions citoyennes régionales du grand débat avaient au moins Bac+2, c'est-à-dire un diplôme universitaire. Troisième critère, la qualité de la délibération. Je vais essayer de ne pas être trop long. Cet week-end, une organisation en 5 groupes de travail consacrés 1 au déplacement, 2 à la nourriture et à l'agriculture, 3 à la consommation, 4 au logement, 5 à la production et au travail. Et puis, il y a eu 2 groupes transversaux et 2 thèmes transversaux qui ont donné lieu à délibération et même à adoption d'un certain nombre de mesures. Le thème du financement de ces mesures et le thème de la réforme de la Constitution. Alors, ce qui est tout à fait intéressant. Alors, autre élément essentiel de réussite du dispositif, selon moi, ça a été l'appui de 2 comités d'experts, un comité d'appui de spécialistes des questions climatiques et des questions économiques et sociales liées au climat, qui ont aidé les citoyens en répondant à leurs questions. C'est un dispositif classique où il y a eu des auditions, des rencontres entre les citoyens et des experts et des acteurs. Et puis un comité légistique, parce que le point très important de l'expérience, l'ambition, c'était que les citoyens soient en mesure de produire des propositions déjà rédigées en forme de loi. Pourquoi ? Parce que le gouvernement s'était engagé, le président de la République s'était engagé solennellement à transmettre sans filtre les propositions des citoyens, soit au référendum, soit aux assemblées élues, soit à les traduire sous forme de règlement. Donc, il y avait un enjeu décisif à ce que, en fait, ressortent de ce processus des textes qui puissent être directement traduits en législation. Et nous y sommes arrivés grâce à un comité légistique de juristes qui ont reformulé les propositions citoyennes où on dit par exemple que tel ou tel ne relevait pas du domaine de la loi. Au final, 150 mesures ont été travaillées et proposées par les citoyens, 50 ont été transmises d'ores et déjà à l'exécutif dans le cadre de la réflexion sur le plan de relance après la pandémie, et on ne sait pas encore quelles seront les autres qui seront votées fin juin. Alors, qu'est-ce que démontre, et je terminerai par là, qu'est-ce que démontre cette expérience ? De mon point de vue, premier élément de démonstration, et ce n'est pas du tout évident dans un pays comme la France, un pays relativement élitiste, dans lequel les élites ne sont pas du tout convaincus que les citoyens soient capables de véritablement délibérer. Dans un pays comme celui-là, on a démontré et on va démontrer que 150 citoyens sont parfaitement capables de produire des résultats et une délibération qui n'a rien à envier au travail que l'on mène aujourd'hui aux assemblées et qui a pour avantage d'avoir été produit dans la sérénité, sans affrontement, avec un esprit de consensus et avec ce point capital qui est d'avoir essayé de concilier systématiquement ambition écologique et esprit de justice sociale. Parce que du fait de la composition socio-professionnelle de notre assemblée,
Les mesures les plus radicales qui n'avaient pas, d'un certain point de vue, par exemple, la taxe carbone, hein, dont beaucoup pensent qu'elle est la solution principale, tant qu'il n'y avait pas de solution d'accompagnement crédible pour éviter les effets sociaux sur les catégories populaires de cette taxe carbone, elle ne pouvait pas être adoptée par les citoyens. Donc, ce sont des politiques, des mesures de lutte contre le changement climatique qui ont été éprouvées au regard d'un certain nombre de critères de justice sociale. La suite, et ce sera la fin, donc je vous ai dit, prochain 19, 20, 21 juin, il va y avoir un moment solennel et je suis très heureux de pouvoir dire que, en fait, nous allons pouvoir nous réunir physiquement. Et je pense que d'un point de vue symbolique, c'était absolument essentiel. On a testé la délibération virtuelle par Zoom et on s'est aperçu qu'on pouvait très bien discuter à 180 par Zoom, hein, les citoyens plus les animateurs, les observateurs. Ça a bien fonctionné, mais ça ne pouvait pas véritablement servir de conclusion politique. Alors, autre élément très important, c'est la mobilisation des citoyens. À la fin du processus, au bout de, je ne dirais pas un an, mais au bout de 8 mois, 9 mois de travail très important, hein, les citoyens sont énormément investis, ont pris au sérieux véritablement leur rôle. Il reste encore 130 citoyens actifs, disons les choses. Le taux d'évaporation hein, des citoyens ou le taux d'attrition est, me semble-t-il, relativement faible au regard de l'intensité du travail qui a été mobilisé. Alors, le calendrier, le 15 juillet, le président de la République française va faire, le 14 juillet, va communiquer sur un plan de relance et il a demandé au CESE de réfléchir finalement aux éléments liés à la participation citoyenne ou aux produits de la Convention citoyenne. Il s'est engagé finalement à en tenir compte. Alors, comment va-t-il en tenir compte ? Est-ce qu'il va faire ce que les anglo-saxons appellent du cherry picking, c'est-à-dire prendre quelques mesures avec lesquelles il est déjà d'accord, ce qui ne contribuerait pas, me semble-t-il, à faire de ce dispositif une réussite, ou est-ce qu'il va prendre en compte le plan proposé par les citoyens dans sa totalité, puisqu'il y a un vrai potentiellement projet de loi de transition écologique que les citoyens ont produit. Les 150 mesures sont cohérentes les unes avec les autres. Deuxième élément, est-ce qu'il va tenir sa promesse du sans filtre ? Quelles seront les propositions qui seront soumises au référendum ? Il est très probable que la réforme de l'article 1er de la Constitution française qui va être proposée par les citoyens et qui visera à intégrer les limites terrestres et l'impératif de biodiversité et de lutte contre le changement climatique, il est probable que ce soit celui-là qui soit soumis au référendum, mais on ne sait pas encore. Hein, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il y aura enfin une institutionnalisation, parce que le vrai problème de nos dispositifs délibératifs, c'est qu'ils en restent toujours presque partout, peut-être sauf en Hollande ou en Est-Belgique, en Ost-Belgium, à l'échelle d'expérimentation, c'est-à-dire ce sont des dispositifs one-shot. Là, en l'occurrence, il semblerait que le Conseil économique et social environnemental se transforme en chambre de la participation citoyenne via une loi organique cet été. C'est un petit peu ce qui est en projet au niveau gouvernemental. Et si c'est cela, cela veut dire que régulièrement s'organiseront en France 1, 2, 3 fois par an des conventions citoyennes de ce type sur des politiques très différentes. Voilà, j'ai essayé ce qui n'est pas facile pour moi, de tenir le quart d'heure. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et j'entends bien que ce n'est pas du tout évident comme exercice de pouvoir en un quart d'heure synthétiser tous ces éléments. Je vous remercie vraiment au nom de cette commission à vous quatre pour vos interventions très enrichissantes, très constructives, qui nous permettent vraiment d'appréhender, de mieux en tout cas appréhender les différentes formes de participation qui sont expérimentées ci et là au sein des pays européens et qui nous serviront certainement ici en Belgique. Donc sans plus tarder, je vais céder la parole aux membres de la commission Renouveau de la démocratie. Alors ce que je vous propose, puisqu'on est dans une configuration un peu particulière, hein, donc une partie des membres de la commission
interviendront à distance via l'application Zoom et les autres sont ici présents physiquement. Donc, le temps que ceux qui sont à distance activent leur main bleue, je vous propose peut-être de céder la parole à ceux qui sont ici présents. Je ne sais pas qui souhaite, Monsieur Courard et puis ensuite Monsieur Missen. Voilà. Monsieur Courard, à vous la parole. Voilà, merci Madame la Présidente. Je voulais d'abord remercier tous les intervenants. C'était intéressant d'avoir leur point de vue. Moi, je voulais soulever une question qui me préoccupe. C'est comment on voit qu'il y a un rejet de la politique, il y a un rejet de la politique traditionnelle. J'aurais voulu savoir comment on pouvait véritablement réintéresser la population, parce qu'on parle évidemment de consultation, de référendum, d'initiatives, mais qui nécessitent une volonté de la population de s'inscrire dans ce type d'initiative. Alors qu'on sait que la population s'est détournée du monde politique, j'ai parfois l'impression que les initiatives qui sont prises ne sont suivies que par une petite partie de la population qui est déjà très citoyenne, très civique, déjà qui est très intéressée, mais qu'on laisse encore sur le côté toute une série de citoyens qui sont complètement, je dirais, délaissés. Maintenant, on ne sait pas faire le bonheur des gens malgré eux, on ne sait pas imposer aux gens de se mobiliser pour la citoyenneté, on ne sait pas leur imposer de suivre une filière ou une autre, mais c'est pourtant ce type de recherche qu'il faudra faire pour essayer véritablement de réintéresser tout le monde. Et comme je sais que dans la plupart des pays du monde, le vote n'est même pas obligatoire, je suppose que le référendum non plus n'est pas obligatoire, donc je suppose que la participation est quand même relativement limitée et que toute une série de citoyens restent sur le côté. Donc, moi, ce qui m'interpelle, je ne sais pas si vous avez une opinion, un avis ou une proposition, mais comment véritablement ramener les gens à la décision, à la construction de la décision à travers les initiatives que vous prenez. Merci, Monsieur Courard. Monsieur Missen. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aussi beaucoup de ma part pour toutes ces informations. Monsieur Blondiot vient de rappeler certains principes de base, je trouve, concernant la participation citoyenne. Je suis tout à fait d'accord. Quand on organise de la participation citoyenne, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et il faut fixer des règles et des principes, lesquels il faut surtout après aussi respecter pour que la crédibilité existe et que tout ça fonctionne. Dans ce contexte, j'ai quelques questions à Monsieur Farrell. I think it is very interesting in Ireland, the combination with, on one side, a deliberative process and on the other side, a direct process. This is something what I don't know, and we don't have an experience with this in Belgium. My question is, I think if you have this combination, you need a good information between the deliberative process, so the assembly of the citizens, and the rest of the population. How did it work in your country? How do you work together with the press? What kind of communication systems you use for this very important principle? Second question is, how work your assembly? What kind of support do you give to the members of the assembly? Can they invite some experts? How do it work concretely? And what kind of inputs they become for do the decisions what they have to do? And the third question is, exist in Ireland a kind of weighting system about the trust, of the impact of the trust on the democracy system after your assemblies and after your referendums, and what are the results of these weightings? No, it's okay. That was my questions. Thank you. Merci, Monsieur Missen. Vous avez bien adressé votre question à Monsieur Farrell. Par contre, Monsieur Courard, votre question s'adresse aux 4 intervenants? C'est juste pour bien clarifier. Ok. D'accord. Alors, je vois qu'il y a 2 demandes de prise de parole. Donc, une de Monsieur Demeuse et ensuite Monsieur Steenwegen. Donc, Monsieur Demeuse d'abord et puis ensuite Monsieur Steenwegen. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vraiment, je me joins à mes collègues pour vous remercier tous les 4 pour vos présentations qui étaient extrêmement intéressantes. C'est vraiment passionnant.
Et c'est d'autant plus passionnant que c'est très concret. Dans votre cas, pour l'instant, on a entendu beaucoup d'idées un peu plus théoriques ou un peu plus abstraites parfois de ce que peut être la participation citoyenne. Et aujourd'hui, on a vraiment des expériences concrètes de la façon dont ça se passe ailleurs à l'étranger. Et donc vraiment, c'est extrêmement enrichissant. J'aurais voulu vous entendre en fait tous les quatre, dans la mesure de ce que vous estimez important d'ajouter, mais sur 3 étapes qui, moi, me semblent importantes, c'est-à-dire avant, pendant et après. Dans le avant, vous avez tous souligné l'importance d'avoir une participation la plus large possible, qui représente le plus possible les différentes catégories de la population. Mais justement, comment faire, et j'entendais M. Blondiot, où vous me disiez, voilà, en France, ça a bien fonctionné en fait, de pouvoir toucher toute une série de personnes qu'on ne touche pas d'habitude, mais on voit aussi souvent que dans ce genre de processus, les personnes qui sont les moins aisées ou les moins éduquées disent non beaucoup plus facilement que des personnes plus éduquées ou plus aisées. Et donc, comment faire, quelles sont les conditions pour réussir à malgré tout concrétiser finalement la participation de ces publics-là. Deuxième question, c'est le pendant en ce qui concerne l'organisation pratique et du travail de ces différentes assemblées. Est-ce que vous pouvez un peu m'en dire plus sur les indemnités qui sont prévues, sur notamment aussi la question de quand est-ce que ça s'organise? J'entendais que c'était plutôt le week-end, du coup, pour permettre aux gens de continuer leur profession, mais est-ce que vous avez connaissance peut-être d'autres systèmes où ce sont parfois des congés qui sont octroyés pour pouvoir participer à ce genre de situation, enfin de mécanisme? Et puis, dernière étape, c'est le après. Comment s'assurer qu'il y ait un véritable suivi? Vous avez évoqué les différentes pistes, les différentes manières dont c'était mis en œuvre chez vous, mais quelles sont pour vous les conditions véritablement importantes pour assurer ce suivi et cette concrétisation, pas que ça tombe finalement dans l'oubli et que ça ne finisse par avoir un effet contre-productif sur la participation citoyenne en se disant de toute façon ça ne sert à rien, alors qu'au contraire ça apporte vraiment quelque chose. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Meuse. Meneer Steenwegen, u hebt het woord. Ja, dank mevrouw de voorzitter. Ik heb een paar heel specifieke vragen, misschien aan meneer Blondiot. De start van het proces. C'est normal? J'entends pas la traduction. Est-ce que y a parce que je On ne vous entend pas, monsieur. Juste peut-être activer votre Oui, micro. en fait, je n'entends pas la traduction. Et vous l'entendez pas depuis le début ou c'est juste là maintenant Ah, depuis le début. Hein. Ah, d'accord. Alors, quand la dame est intervenue en néerlandais, j'ai pas entendu. Ah oui, et c'est valable pour tous les autres également? Vous n'entendiez pas? Ah non, pas l'anglais, je comprends, donc tout va bien pour le reste. Mais là, autres, la traduction, non. Oui. Donc, si je peux me permettre, du coup, Monsieur Blondiot, en fait, je pense que vous pouvez aller dans l'onglet en dessous de l'écran, il est mis traduction, vous cliquez dessus et je crois que vous pouvez sélectionner français. voilà, on est en direct, hein, c'est ça qui est fabuleux. Mais votre micro, Monsieur Blondiot, parce qu'on ne vous entend pas. Excusez-moi, je n'ai pas cet onglet-là sur mon. Ah, c'est dommage. Je suis désolé. Mais alors, voilà, donc on va quand même laisser peut-être Monsieur Steenwegen. Peut-être vous me le reformulerez en français, hein, après. J'essaierai. Bien, vous avez nous raconté que c'était le départ de votre convention, c'était les Gilets jaunes. Hein, et je me demande, maintenant que le processus a presque fini, si vous avez l'impression que ce processus va donner des solutions pour les Gilets jaunes. Si vous avez l'impression qu'avec ce processus, c'était possible d'intégrer les besoins des Gilets jaunes.
Then for Mr. Farrell, you mentioned the most important topics like abortion, but I'm interested in the other topics also, because we don't talk about those other topics many times, but I think it's important to know that also other topics that don't get the attention in the press and in the also to know what they were and how the results of convention were with those topics. And then you also mentioned the difference between the processes in Ireland and in England, and you said you should follow England because of the processes and on the one side and the civil servants and the connection between the two. Can you maybe explain that a little bit more? Thank you. Donc, oui, bedankt meneer Steenwegen. Je vais donc céder la parole. Je crois qu'il y a une demande de monsieur Schiltz. Hein. Meneer Schiltz, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Ah, voilà. Juste activez votre micro. Hein, donc, Merci beaucoup. Je suis en même temps en train de voter dans la commission transversale. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. I just have one question for Mr. Zakarzewski. You mentioned that in the UK, the civil servants are being removed from the process, and that you noticed that in other places like Ireland, if I recollect well, that civil servants are strongly embedded in the process, and that's not a favorite thing. That seems a bit odd to me. It would seem that having civil servants rack up experience in these kinds of deliberative processes would be best. So that's one question only. Thank you. Bedankt meneer Schiltz. Est-ce qu'il y a d'autres demandes Non. Alors je propose à nos intervenants de réagir aux questions dans l'ordre que vous le souhaitez, ou alors on reprend peut-être le même ordre, comme ça c'est peut-être plus facile de s'y retrouver. Donc peut-être commencer par Mr. Farrell. Thank you. I will try to get through all the questions as quickly as I can. So the first senator who asked a couple of questions, let me try and deal with those first. How does the wider public get to know about what goes on in the Citizens' Assembly? Because this is a common concern. Citizens' Assemblies involve only a small number of citizens. Well, what about all the others out there? And what is interesting in the Irish case is when the Citizens' Assembly is discussing a big, hot topic, a significant topic, a controversial topic, like abortion, there is a lot of media interest. So the media companies are in the room, the cameras are on, all of the proceedings, all of the public proceedings of the Citizens' Assembly are live streamed. So members of the public from outside can look at this. In particular on the abortion topic, the Parliament channel of the Irish Parliament carried a lot of this on their broadcasting channel. And so when the topic is important, there is no doubt that it works quite well as a means of informing the wider citizens. And I know this for a fact because my colleagues and I carried out some research on the day of the referendum on abortion. We asked a representative sample of Irish voters how much they knew about the role of the Citizens' Assembly in the lead up, in the decision to go and call the abortion referendum. And we asked a series of objective knowledge questions. So we wanted to see if they really understood what the Citizens' Assembly was. 3 objective knowledge questions. And 2/3 of a representative sample of Irish voters understood what the Citizens' Assembly was about. So from that, we know that there was a widespread knowledge on the part of Irish voters when they went to vote in the referendum of the role of the Citizens' Assembly. And that, for me, suggests that it can, when you're dealing with an important topic, it can work, but it has to be an important topic. I must stress that. I'll come back to that in response to another question in a few minutes. How are the members supported? The senator asked some questions about this. So
the members of the Citizens' Assembly receive briefing documents from the expert witnesses, usually 4 or 5 days before the meeting. They receive these by email attachment. The expert witnesses give a summary of their briefing document to the members. And in addition, advocates are brought into the room. It might be a Catholic bishop. It might be a gay rights campaigner. It depends on the topic. In the case of the abortion discussion, women were also in the room anonymized to give personal witness about their experience in Ireland because of the abortion ban. So there's lots of information provided to the citizens members. And in addition, there's a steering group which is made up of the members of the Citizens' Assembly. And a steering group can request further information or more time. So for example, the steering group of members said that they wanted a 5th weekend. There were meant to be 4 weekends, 4 months to discuss abortion. They said, no, we want more time. We want to hear from women. We want a 5th weekend. And that wish was granted. So as much support as you can give is what I want to say there. And then I think the final question from the first senator who asked me a question, forgive me for not knowing your name, was, is there, if I think I understood your question correctly, is there much evidence that the role of the Citizens' Assembly has had a positive impact on how Irish citizens view our democracy? And I cannot pretend anything here. You know, a Citizens' Assembly is not a magic bullet. It is not like before the Citizens' Assembly, Irish citizens thought this about democracy, and after it, they thought that. We just don't have any way of analyzing the impact more generally. I just happen to be of the view, and I'm not alone in this, in saying that experiments like this can only be positive. And this is certainly, this seems to be the evidence from the British and the French cases, that it can only be positive in terms of giving a sense that politicians are trying to engage with their citizens. And so over time, maybe we might be able to measure an impact. And then there was the senator who asked me about those other topics. I mentioned the positive, the good topics. There were lots of other topics. And this is the problem with the Irish process, that the agenda is set by the politicians. And sometimes politicians have asked the Citizens' Assembly to discuss things that really nobody's very interested in. So for example, should the term of office of the Irish president be 7 years or 5 years? The Irish president has very few powers. So most people hardly know what the president does, and they don't really care if the president is in office for 5 years or 7 years. But that was the question the Citizens' Assembly had to consider. Another one was, should we have fixed term parliaments like you have in Belgium? In Ireland, we still have the possibility for the Prime Minister to call an election whenever he wants. So the Citizens' Assembly was asked to consider this. Nobody was interested in it. A lot of the members didn't turn up that day. Very few public submissions. There were no media in the room. It was just a boring topic. There were other topics like that. So this is a weakness of the Irish model, that the agenda can be very eclectic. And then finally, there were some questions about, there was a question about, and I think 2 colleagues asked the same question, perhaps also of Anthony, about the difference between the Irish process where the civil servants are in charge and processes elsewhere where it's different. And the example for me that is really interesting is the Climate Assembly in the United Kingdom, which I also have had some little role in. And for the Climate Assembly in the United Kingdom, what the civil servants in the Parliament decided to do when they set it up was they gave the brief to a professional facilitation firm called Involve. And they said to them, now you run that. And they still provide some support. So the civil servants still have a degree of connection with it. And the same thing with the Scottish Citizens' Assembly. Anthony and his colleagues have a crucial role in providing the professional facilitation, but the civil servants are still there. So they are engaged. The difference with the Irish case is that they are slightly at one remove in terms of how to deliver the product. And this is why when my colleagues and I was one of the advisors for the establishment of the Ostbelgian model. And one of the things that we recommended for the Ostbelgian model was that there should be a civil servant in the mix. Clearly, there has to be some public activity, a public entity in the mix. But that civil servant should be one remove from the government, a bit like an ombudsman's office, if that makes sense. And that's what they've established, as I understand it, in Ostbelgian. Instead, in Ireland, it is civil servants who are seconded from other duties,
who run the whole process. You know, they get facilitators to come and run it, but they set the agenda. They determine how the agenda should run. They engage with the citizens to help them and all that. But instead of the British case where it is professionals like Anthony who know how to do this because that's what they do all the time, in Ireland it is civil servants trying their best to understand how to do it. And they don't always do it terribly well. Merci, thank you, Mr. Farrell. Je vais donc céder la parole à peut-être meneer Zakarowski et mevrouw Bastiansen. Thank you. I'm going to express myself in English. It's a little more, just so I can be a bit more precise in what I say. Just to respond to David's point, I think it's really important to understand that in between, in these kind of citizen assembly processes, you are creating a kind of middle space between citizens who are, you know, the broad mass of citizens and government bodies. And you can design that in lots of different ways. So the French model has always been that the civil service through the Commission nationale pour le débat public or other bodies has always had a very strong involvement in a lot of these processes. In other places, in the US, for example, there's a tradition of them being a long way removed from government. And to some extent, it's a question of political philosophy as much as a question of practicalities. I think, you know, we would all agree that you need people with strong professional facilitation skills. And we would all agree that you need a close link into government to make sure that the information and the data and the resources that government has are available to the assembly. But there's a question about your level of comfort with how close civil servants can be to the process. And that, as I say, differs in different places, I think partly as a result of political culture. I would say, though, in response to the senator who asked about how do you re-engage people, that part of the process of making these things work is telling the story about them. You know, is saying that this is happening so that people can see what's going on. And in particular, I think you need to do that in the context of a much deeper engagement and a much broader set of policies than just like a single assembly on a single day. You know, one assembly won't make a difference. The third assembly will make a lot more difference than the first assembly because people will see that the process is being built up and that they can have more faith that they have agency in government and that government is listening to them. You know, I think the challenge of democratic renewal is not that people feel that democracy as a value is wrong, or that democracy as a way of governing is totally, you know, in the past and now they're looking for a strong man or something like that. It's much more that people feel that the democracy that they're experiencing isn't living up to the democracy they want. And I think that it's in that context that these approaches are really important, and telling the story about them in the right way and building agency in the public is really important. I want to hand over to my colleague Hannah to talk a bit about some of her experiences in Antwerp. But I would just leave you with the point that the before the beginning and after the end points that Senator Demers put forward are really important. You know, this goes with it being a long-term process. You know, you need to be able to say that at every stage the public have been involved, not necessarily at every stage through a citizens' assembly. As Professor Blondiau said, they are expensive things to run. You can't run them on every small issue, but that you are demonstrating the permeability of government to citizen views and to citizen voices, and showing how you're taking them into account and how you're using them. And in that respect, the role of kind of these middle space organizations, whether government sponsored or in civil society or voluntary at community level, they become really important, as does working in coordination between local, regional, community and national level to make sure that people can see that the things that they're saying in the place where they live are having an impact, you know, at a level that is higher than the place that they live. But I'll pass over to Hannah to talk about her time in Antwerp. Ja, ik wilde nog even dieper ingaan op de vragen die er waren rond inderdaad het betrekken van deze verschillende doelgroepen. Er was een vraag rond, zijn het niet enkel degenen die al geëngageerd zijn, degenen die al geïnteresseerd zijn, die deelnemen? Ik denk dat we ook wel gehoord hebben uit het Franse voorbeeld dat dat niet altijd zo hoeft te zijn.
En dat is ook mijn ervaring in Antwerpen, waarbij dat we een zeer deliberatieve burgerbegroting hebben gedaan. Waarbij het wel degelijk mogelijk blijkt om al die doelgroepen te betrekken. Zelfs in een proces waarin dat er verwacht wordt dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar gaan praten en samen tot oplossingen komen. Maar dat vraagt ook wel een zekere investering. Er is op dat moment geen sprake van één soort communicatie die je uitstuurt en waar dan zomaar iedereen op afkomt. Maar zoals Anthony net ook al zei, het gaat om te kijken welke mensen bereik je gemakkelijk, welke mensen bereik je sowieso al en wat zijn de beste manieren om naar die andere doelgroepen toe te gaan en om ook een stuk de meerwaarde van het proces te kunnen uitleggen en te kunnen aantonen. En daarvoor zijn heel veel organisaties belangrijk, zijn sleutelfiguren in de wijken belangrijk. Kan een proces zoals loting ook een rol spelen om die diversiteit aan de tafel te krijgen, zoals we ook in het Franse voorbeeld al gehoord hebben. Dus is het... Er zijn eigenlijk verschillende manieren. Ten eerste is het belangrijk om te zorgen dat die mensen de boodschap horen. En dat is voor verschillende doelgroepen heel vaak via verschillende kanalen. Ten tweede is er het belang van hen het belang te doen inzien van deel te nemen. En dat gaat gemakkelijker als het over onderwerpen gaat die rechtstreeks invloed hebben op hun leven of waar dat zij zelf het belang van inzien. Maar dan is er ook nog een belangrijk aspect. En dat is eens dat je die diversiteit aan de tafel hebt, hoe kan je er dan voor zorgen dat ze een volgende keer nog eens willen deelnemen en dat ze dus tijdens het proces ook de waarde daarvan inzien. En dan is het heel belangrijk om ook die inclusieve elementen in het procesdesign in te bouwen, zodanig dat ook op het moment dat je iedereen samen aan de tafel krijgt, en aan de tafel kan letterlijk zijn of online, maar hoe zorg je voor die inclusiviteit? Hoe zorg je dat die stemmen gehoord worden? Maar ook hoe zorg je voor een stuk empowerment van die zwakste doelgroepen, zodanig dat zij gemotiveerd gaan zijn om volgende keer opnieuw mee te doen. Dus het is ook heel belangrijk om in het procesdesign van zo'n deliberatief traject na te denken over hoe dat die inclusie maximaal gegarandeerd kan worden. En dat gaat verder dan ze bereiken, al is dat natuurlijk de eerste stap in het proces. Bedankt, mevrouw Bastiansens. Alors peut-être brièvement pour notre cher invité de France, monsieur Blondiau, donc ce que notre intervenant vient de dire, en gros, hein, j'essaie de résumer, c'est qu'à Anvers, il y a le budget participatif qui a été mis en place et toute la volonté de ce processus délibératif était de tenir compte d'un public cible qui puisse représenter en fait la sociologie de la société, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une dimension inclusive des participants. Mais au-delà de cette dimension inclusive, c'était aussi de pouvoir faire en sorte que les citoyens comprennent ce processus-là, s'emparent, se le réapproprient et comprennent les enjeux en fait. Donc vraiment, toute l'importance de veiller non seulement à cette dimension inclusive, aussi à l'intérêt du processus et enfin que tous les publics soient représentés quelque part. Et c'est ça tout l'enjeu, de pouvoir motiver finalement des personnes dont on n'a pas l'habitude d'entendre, en tout cas dans ce processus. J'espère vraiment avoir été plus ou moins fidèle à votre intervention, mais voilà, comme ça, Monsieur Blondiau est avec nous aussi pour toutes ces différents exposés qui sont évidemment de qualité. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a encore une demande de questions de la part de mes collègues, tant au niveau de ceux qui sont... J'ai peut-être répondre peut-être avant, parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées. Voilà. Très, très précisément. Je suis désolé, hein, mais bon. C'est moi qui suis désolée. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire ma collègue. Pour moi, en fait, la démocratie participative, elle ne vaut rien. Elle ne vaut même pas une heure de temps ou de travail si on n'arrive pas, à travers elle, à corriger certains des effets
d'exclusion que produit la démocratie représentative qui fonctionne aujourd'hui. Pour moi, c'est même un principe cardinal. Alors, avant de répondre aux questions qui m'ont été posées, sur la question de la place des fonctionnaires. Alors moi, j'aurais tendance à dire, il y a fonctionnaires et fonctionnaires. En France, on a construit, et je pense c'est l'effet de notre histoire politique, on a construit une administration d'un type très particulier qui est la Commission nationale du débat public, qui est une autorité administrative indépendante, donc qui n'est pas sous la tutelle des autres ministères, donc qui a sa propre autonomie dans le champ administratif et qui en plus s'est spécialisé dans l'organisation et l'animation de dispositifs participatifs. Et c'est ce qui fait la force de ce modèle. Pour moi, ça, c'est la solution optimale. Alors, je ne dis pas ça parce que je viens d'être nommé à la Commission nationale du débat public. Ça fait des années que je suis tout à fait favorable à ce type d'institution. Simplement, souvent, les gouvernements sont très mal à l'aise avec ce type d'institutions qui ont un pied dans la sphère du pouvoir et un pied dans la sphère extérieure au pouvoir. Et on a eu en France un conflit majeur entre le président de la République, le Premier ministre d'une part, et la Commission nationale du débat public autour du grand débat, puisque la Commission nationale du débat public voulait organiser elle-même, seule, le design de ce grand débat, et il y a eu une sorte de clash majeur qui a fait que la Commission nationale du débat public a été écartée de l'organisation de la Convention citoyenne. Et aujourd'hui, elle est marginalisée dans l'espace des institutions, françaises parce que trop indépendante d'un certain point de vue. Mais moi, je ne crois pas, contrairement à ce qu'a dit Anthony, je suis un peu ou c'est David qui a dit ça, je ne crois pas qu'on puisse confier entièrement le bébé à une organisation de facilitation de la société citoyenne. Si on n'a pas l'administration indépendante qui peut organiser ça, je pense qu'il y a un risque, parce que alors, tout dépend du statut de cette organisation. Alors, si c'est une association, si c'est un think tank, une fondation indépendante, pourquoi pas. Mais si elle est sous un lien de subordination financier, notamment vis-à-vis du commanditaire, vis-à-vis du donneur d'ordre, de mon point de vue, ça pose problème. Donc, c'est pour ça que nous, on a construit avec l'Assemblée, le CESE, un dispositif hybride, bricolé, où il y a des fonctionnaires, des experts, des activistes de la société civile et des membres d'une assemblée. Donc, c'est faute de mieux qu'on a inventé ça. Mais moi, je crois, et c'est sans doute parce que je suis français, qu'une autorité administrative indépendante peut être une bonne solution, même si elle est très compliquée. Deuxième remarque. Là, je suis tout à fait d'accord avec Anthony pour répondre au premier intervenant, au premier sénateur qui nous disait qu'il n'y a pas de volonté de la population de s'intéresser à la vie politique. Je suis entièrement en désaccord avec ça. D'abord parce que les enquêtes d'opinion nous montrent que l'intérêt pour la politique reste le même. C'est l'intérêt pour les institutions politiques traditionnelles qui a fortement diminué. En fait, ce à quoi on assiste, c'est un mouvement de défiance à l'égard de la démocratie représentative. C'est un refus de sa logique de fonctionnement, et ce, d'autant plus que l'on prend en compte les générations les plus jeunes. C'est-à-dire que ce qui vraiment est en crise, c'est la démocratie représentative, ce n'est pas forcément la démocratie. Alors, je suis d'accord avec vous qu'on doit surveiller la montée en puissance de formes non démocratiques de gouvernement, ça je suis d'accord, elles peuvent séduire un certain nombre de nos concitoyens, mais il y a une disponibilité politique qui reste forte dans une majorité de citoyens. Deuxième remarque, par rapport à monsieur le sénateur qui m'a posé des questions précises sur l'avant, l'après, le pendant et l'après. Comment faire pour intégrer les personnes les moins éduquées? Ça, c'est le job des facilitateurs. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'animation des dispositifs participatifs est quelque chose de crucial
dès lors qu'il s'agit de permettre aux personnes les moins éduquées, qui ont le moins de ressources, de prendre la parole. Et c'est possible. On peut construire des artifices d'égalité, si on le veut. Et ça fonctionne. Alors, je ne vous dis pas qu'ils seront à la fin complètement à égalité. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas se leurrer. Mais on peut aussi réduire les effets de leadership d'opinion. Ce qui est formidable avec un dispositif d'assemblée citoyenne comme la Convention sur 6 mois, on voit les hiérarchies se transformer. Ceux qui parlaient le plus au début ont fini par devenir plus humbles, plus modestes, parce que les autres citoyens leur ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas toute la place. Et puis les autres, moi j'ai vu des gens monter en compétences, mais de manière tout à fait stupéfiante. Et ça, c'est ce que produit, et c'est pour ça que c'est vraiment important de recourir à ce type de dispositif. Sur la rémunération, nous avons décidé de les rémunérer. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a eu beaucoup de réponses positives. On les a rémunérés au même tarif que les citoyens qui participent au jury d'assises, aux tribunaux. 82 € bruts par jour pour le week-end. Et pour les citoyens qui avaient des contraintes de travail le week-end, on a en plus dédommagé ces citoyens, c'est-à-dire qu'en fait, on les a indemnisés de façon à ce qu'ils compensent la perte de leur activité, notamment pour les indépendants. Ça, c'était quelque chose de relativement important. Mais pour vous donner une idée de la représentativité de la population, de la Convention citoyenne, nous avons plus de gens qui sont au minimum social, c'est-à-dire qui touchent le minimum social, que dans la population française. On en a beaucoup plus. Je ne sais plus si c'est 1,5 fois ou 2 fois plus, parce que nous avons pris en compte le critère du niveau d'éducation notamment. Après, toute la crédibilité du dispositif qui n'a pas de base constitutionnelle ou de base légale repose sur l'engagement présidentiel du président de la République. Et on sait que s'il trahit son engagement, la frustration que va engendrer la trahison de cette promesse, après toutes les autres promesses non tenues de ce gouvernement, produira un effet boomerang sur ce type de dispositif, mais aussi sur la crédibilité de la parole politique, qui va être dévastateur dans un pays comme la France, dont je vous rappelle qu'il a le degré de défiance à l'égard du pouvoir et des institutions le plus élevé des pays comparables en Europe. Donc, comment réussir à ce qu'il tienne sa parole? Pour moi, il n'y a qu'une réponse possible: établir un rapport de force politique, c'est-à-dire faire parler de la Convention, faire en sorte que tous ceux qui croient en ce type de dispositif s'expriment pour rappeler l'importance de la Convention. Dans le contexte actuel, ça n'est pas perdu. Nous avons une petite chance d'établir ce rapport de force dans les semaines qui viennent. Et ce qui est très frappant par rapport à la Convention citoyenne pour le climat, c'est qu'on est passé d'un scepticisme très fort, à la fois chez les écologistes radicaux et à une sorte d'attente plus ou moins bienveillante. Et si les 150 propositions qui seront votées sont puissantes, et si on arrivait à établir ce rapport de force, je pense qu'on aura beaucoup avancé. Sur les gilets jaunes, par rapport à M. Steenwegen, sur les gilets jaunes, il est fort peu probable que les gilets jaunes se contentent, que les gilets jaunes les plus actifs se contentent de ce type de dispositif, qui ne sont pas assez, qui ne donnent pas assez de pouvoir aux citoyens. Ce dispositif, c'est un dispositif qui est un dispositif supplétif de la démocratie représentative. Or, leur revendication, elle consiste vraiment à permettre au peuple de redevenir souverain à travers une sorte de procédure qui est devenue un fétiche, ou une sorte de totem, qui est le référendum d'initiative citoyenne. Donc, il est peu probable, par ailleurs, qu'ils en aient entendu parler.
L'échec de la Convention citoyenne, c'est que la communication dont elle a fait l'objet dans l'espace public s'est adressée essentiellement aux catégories classe moyenne, intellectuelle, éduquée, socialement intégrée. Les médias qui se sont intéressés à la Convention citoyenne, c'est les médias des classes moyennes supérieures éduquées, qui se sont beaucoup intéressés au dispositif, mais nous avons, je pense, assez peu touché les catégories populaires, et ce sont les catégories populaires que représentent les Gilets jaunes. Et puis, dernier point, là où je reste optimiste, c'est que dans l'hypothèse où il y aurait un référendum, on peut rêver. Moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait un référendum comme en Irlande à l'issue de la Convention citoyenne. On aurait fait la démonstration, à mon avis, forte, que l'articulation entre la démocratie délibérative et la démocratie directe est possible. Et même si les citoyens ne votaient pas positivement ce référendum, ce ne serait pas grave, puisque là, on aurait une piste pour transformer nos institutions. Pour moi, l'expérience la plus ancienne et celle qui a lancé finalement cette dynamique, c'est l'expérience canadienne, celle de la British Columbia Assembly. Les citoyens n'ont pas suivi, contrairement à l'Irlande, au moment du référendum, n'ont pas suivi suffisamment la Convention citoyenne, mais tant pis, puisque c'est le peuple qui est souverain, et ces dispositifs délibératifs n'ont pas vocation à se substituer au peuple souverain. Mais moi, j'espère, et là, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si l'enjeu est important, si ça porte en particulier sur le climat, s'il y a plusieurs questions, parce que ce qui est en débat, c'est éventuellement de poser, de soumettre plusieurs projets de loi sur des domaines publics, politiques différents au référendum. À ce moment-là, on a une chance de voir évoluer notre démocratie. Ce n'est pas le plus probable, mais ce sera vraiment une réussite. Voilà, désolé d'avoir été très long et j'en ai terminé. Merci, Monsieur Blondiot. Vous avez été surtout complet. Merci pour votre expertise et merci aussi aux autres intervenants. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole à distance ou ici Non ? Non plus à distance. Je crois que nos intervenants ont été assez complets, complémentaires, pertinents, disponibles. Et pour toutes ces raisons-là, je vous remercie vraiment infiniment. À défaut de vous accueillir physiquement, et ce n'est que partie remise, une fois que ce confinement sera totalement levé, je le souhaite, et vous serez toujours les bienvenus en Belgique, à Bruxelles en particulier. Donc, au nom de tous les membres de cette commission, des sénatrices et des sénateurs, je tenais encore à vous remercier chaleureusement, profondément pour votre disponibilité, votre expertise. Et voilà, je pense que c'est un début de processus qui ne fait que commencer, donc on vous sollicitera certainement ultérieurement. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Prenez bien soin de vous, au plaisir de vous voir. Et alors, je demanderai juste peut-être aux sénateurs, sénatrices de rester encore quelques minutes pour discuter de l'ordre des travaux concernant les prochaines séances d'audition, puisqu'on en a encore 2 qui sont prévues normalement le 22 juin, je crois, ou le 22 juin, c'est cela, et le 6 juillet. Donc, rappelez-vous qu'il y a 2 semaines, je vous proposais de travailler sur le niveau 2, donc le niveau 2 qui est en fait les aspects juridiques de la participation citoyenne. Et normalement, nous avons déjà contacté trois intervenants experts. Nous avons reçu une confirmation d'un des 3 intervenants. Donc, ce que je vous propose, c'est de bien noter la séance du 26 juin. 22, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis le 26 à chaque fois, donc le 22 juin. Et alors, je vous propose de clôturer la séance des auditions, donc la série d'auditions le 6 juillet, donc le lundi 6 juillet, et là d'aborder le niveau 3, donc le dernier niveau. Et pour ce niveau 3, d'associer à la fois les différentes possibilités au niveau national et l'aspect budgétaire. Puisque, rappelez-vous, on avait décomposé ce niveau 3, et pour pouvoir vraiment terminer ces auditions avant la période de grandes vacances, moi je vous proposais pour le 6 juillet de pouvoir associer ces 2 niveaux, donc de la budgétisation et des expériences qui existent au niveau fédéral. Vous êtes d'accord avec cette façon de travailler? Comme ça, alors on peut aussi proposer aux services, et je les remercie d'ailleurs pour tout le travail qu'ils font, déjà de contacter les intervenants à l'avance et de nous assurer qu'ils soient bien disponibles à ces 2 dates. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez besoin de précisions sur ce que je viens de dire ou si c'est assez clair. Monsieur Missen, Monsieur Schiltz, Monsieur Demeuse, Monsieur Stenwer, qui ne dit mot consent, c'est cela?
C'est parfait. Bah, alors, je vous libère, entre guillemets. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même lieu, même heure. Voilà. À très bientôt. Au revoir.